Le commentaire de Fred Bérard. Un bon matin, Fred. Ah, un bon matin. Oui. Alors qu'il arbore fièrement son chandail de Warren Cromartie dans les belles années des expos. Numéro 49. 49? Oui. Ça, En fait, non, c'est un chandail générique, mais le bleu poudre des expos, est-ce qu'il y a déjà eu un plus beau jersey sur la planète? J'en doute. Ben, tout est relatif. Là. Bleu poudre, en partant, c'est pas winner. Là. Ben, à l'époque, on disait ça quand t'es venu de chance changer les habits, tu sais, les habits en 91, 12 là, avec le Montréal de super très haut. Là. Ouais. Moi, j'aimais beaucoup, en tout cas. Mais on était tanné du bleu poudre, mais en termes de throwback, écoute, c'est souvent ça. La mode vintage, on vient qu'à aimer des couleurs qu'on n'aimait pas dans le temps. On vient qu'à apprécier. Ouais. Tu sais, le vieux gilet des Kings de Los Angeles, mauve, là, je l'adore. Mais oui. Mais dans le temps, on le trouvait affreux. Moi, c'était le jaune. Le jaune des Kings à la maison. Là. Oui. Ah, c'était laid, ça. Il y a quand même celui des Canucks là, en V, le noir, le orange, puis le jaune. Lui, je n'étais pas capable et pas plus aujourd'hui. Même en 2024, là, ça passe pas. Non, même la mode vintage, je ne peux pas le sauver, celui-là. Il y a quand même des limites. Tu prêt pour les questions du peuple? Ok, oui. Je pense qu'on en a une d'un auditeur qui s'appelle Huguet. On le connaît, c'est l'ancien propriétaire de Tapis Gagnon. On le salue. Oui, Huguet qui pose la question suivante, Fred. Il se pose cette question-là. Attends un petit peu, mon téléphone. Bon, ça marche. Il dit que le ministère des Transports a-t-il le droit d'installer un ponceau pour écouler les surplus d'eau de l'autre côté de la route sur son terrain sans l'avertir et sans avoir fait d'études où irait l'eau? Alors, il dit que depuis le 10 septembre, il essaie de discuter avec un responsable, que ce soit en personne ou par téléphone ou par courriel, et rien à faire. Bon, fait que le point, c'est qu'on ne l'a pas avisé d'avance. C'est ça. Bonjour, Guy. Je ne suis pas très à l'aise de donner des avis juridiques personnalisés là, sur des cas que je ne connais pas. Mais à première vue, si on généralise, c'est pas... À première vue, je suis pas à l'aise, puis à deuxième vue, je suis pas à l'aise non plus. Là. Non, mais... non, mais je dis à André que je suis pas à l'aise, il dit, ouais, OK, mais à première vue, tu peux insister si tu veux, mais je ne vais pas donner d'avis juridique à la radio. Tu seras pas plus à l'aise, même si tu insistes. Ouais, mais mettons, là, vite fait de même, sans y penser, tu dirais quoi? Ben, c'est justement mon point, je peux pas dire de quoi sans y penser. Mais je comprends la situation, mais j'ai pas assez d'éléments, là, je sais pas. Là, mais on peut déplorer qu'il n'y ait pas de communication entre... oui, ça, on peut déplorer. Bon. Je déplore. On déplore. Ça sera pas une première au ministère des Transports. Non. Non, ben, je comprends que c'est un ministère, puis je veux pas avoir la plate de ce matin, c'est juste que c'est... Le bon vieil adage, il y a deux côtés à une médaille, souvent s'applique, donc c'est difficile de donner un avis sans connaître l'ensemble d'un dossier, mais c'est trop dangereux, à vrai dire. Mais effectivement, si le ministère ne répond pas, ça peut être un problème. Est-ce qu'il y a par contre l'obligation légale d'entrer dans un processus je sais pas moi, d'avis, de discussion? Je sais pas, il faudrait regarder la loi. Mais en même temps, par expérience, en tout cas, quand j'ai à parler au ministère des Transports, je donnerais ce conseil à Huguet pour lui dire, Huguet, prends ton mal à patience. C'est ça. Soyez patient, puis à un moment donné, vous penserez même plus à ça. Ouais. Puis là, il y a un courriel qui va rentrer dans votre boîte courriel, justement. Puis là, on va... C'est comme quand tu reçois ton rendez-vous pour la clinique d'une affaire qui est réglée depuis 4 ans. Ben oui, c'est ça. C'est pas ce qu'on veut entendre, hein, maintenant, nécessairement. OK. Merci de la question. Bel essai. Huguet, merci beaucoup de la question. Elle est intéressante, celle-là. C'est Cédric qui nous l'a envoyé. On entend... Évidemment, on est dans un... Bon, c'est pas d'hier qu'on chiale contre les politiciens, mais mettons que ça a l'air pire présentement avec le contexte économique qui est pas facile. À peu près tous les dirigeants actuellement mangent la claque. Ceux qui, sont en place risquent leur poste. Est-ce qu'on a déjà gardé de bons souvenirs de certains politiciens? Ils te demandent d'en nommer 3. Ah, c'est donc bien une belle question, ça. D'ailleurs, c'est Cédric, ça? Oui. D'ailleurs, Cédric, là, j'ai 2 citations, mais Serge, je les oublie toujours. Alors, il y a une de Pierre Desproges, le fantastique humoriste français de droite, parce que je cite souvent Coluche qui est à gauche. Oui. Desproges est un peu dans son ombre, mais à droite. Et Simone de Beauvoir, la célèbre philosophe. Alors, Desproges, c'est 1, de Beauvoir, c'est 2. En d'autres termes, je fais ta job, mon Serge, tu devrais réaliser ça. Hey, merci, Fred. Si Cédric, si vous votez pour Pierre Desproges,
vous aurez peut-être une citation qui va dans le sens de ce que vous soulevez. Alors, vous me posez la question, trois politiciens pour qui je garde un bon souvenir. Ou la population générale, toi ou la population générale. Tu sais, parce qu'on a l'impression qu'ils sont tous pareils, puis qu'ils sont pas bons, puis tu sais. On parle des PM ou? On parle des leaders chez nous. On va y aller avec les leaders chez nous, ouais. Très clairement, au Québec, celui qui doit sortir en premier, c'est René Lévesque. Ça, pour moi, c'est assez évident. Mais on l'a varlopé à l'époque, quand même. Mais c'est ça que j'allais dire, c'est ça, c'est l'autre volet que... C'est qu'on garde bien les souvenirs qu'on veut garder. Et souvent, les politiciens qui sont le plus aimés à travers le temps ne sont pas nécessairement les politiciens qui ont produit le plus. Moi, j'ai un ami, Bisaillon, qui avait écrit un livre, René Lévesque, le perdant. Puis c'est un journaliste de Radio-Canada. Puis il expliquait dans son petit livre qui était bien torché, là, que René Lévesque, tout ce qu'il essayait, ça avirait un petit peu à catastrophe. Et il s'était fait, écoute, ramasser, mais sans doute. Oui. Parce que tu t'attaques pas à une icône comme Lévesque, mais les gens sont un peu hypocrites aussi parfois. Ils oublient à quel point ils ont fessé sur Lévesque, notamment le Parti québécois qui lui a botté le cul jusqu'à dans le stratosphère. C'est ça la vérité. Il était plus capable de le voir. Va-t'en, mon Lévesque, et tout. Et là, aujourd'hui, il fait figure d'héros. Puis je vais te dire pourquoi il fait figure d'héros. Parce que c'est un homme de cœur. Il y avait du charisme et tout, mais il n'était pas tout seul à en avoir non plus, là. Quoi qu'il y en avait de façon assez particulière, mais c'est un homme de cœur, c'est un homme sincère, puis c'est un homme qui était près des gens, puis ça se sentait. C'était pas quelqu'un qui essayait puis qui faisait semblant de. Ça marche pas. Mais Lévesque, tu le voyais, puis tu le savais. Puis c'était aussi un grand pédagogue. Faut pas oublier que Lévesque était connu avant de faire sa carrière politique parce qu'il était journaliste, journaliste de guerre. Là, c'est lui qui a notamment découvert Dachau. Pas juste lui, mais il était dans ce convoi-là. Et par la suite, il a animé une émission ultra populaire à Radio-Canada qui s'appelait Point de mire, où il expliquait la géopolitique. C'est un gros tableau, là. C'est le premier média d'importance à la télévision, ou à peu près à ce moment-là, qui discutait de géopolitique. Bref. Fait que Lévesque, ça, pour moi, ça, c'est clair. Moi, j'aime beaucoup Lévesque, mais ex aequo avec Lévesque, c'est Jacques Parizeau. Puis je vais dire pourquoi. Parce que Jacques Parizeau, à mon avis, a été le plus grand homme politique. Lévesque inspirait les gens, mais Parizeau, c'était le plus compétent. Plus que Lévesque, je pense. D'ailleurs, c'est le premier francophone qui a obtenu un doctorat de la London School of Economics. Mais les gens, en général, retiennent beaucoup Parizeau, tu penses? Parce qu'il n'a pas été là longtemps, Jacques Parizeau. Hein? La question de Cédric, la question, c'est si c'est... c'est selon toi. C'est selon toi. Ce que les gens pensent, là, je ne le sais pas, honnêtement. Mais moi, je vais dire mon top 3, puis après ça, que les gens soient d'accord ou pas. Mais pour moi, Parizeau, c'est un homme qui avait conseillé un paquet de premiers ministres, notamment Lesage, Bertrand. Ça a été le premier francophone qui s'y connaissait en finance, puis qui nous a dit, aux francophones, vous êtes capable de faire la finance, vous êtes capable de comprendre l'économie, et c'est lui qui a encouragé, il n'était pas tout seul évidemment là-dedans, mais qui a encouragé le Québec Inc. Allez-y, prenez des risques, devenez des entrepreneurs. Parce qu'à l'époque, l'Église catholique avait tellement d'emprise sur le Québec francophone qu'on disait, faites pas de business, devenez des curés, devenez des avocats, des notaires, des médecins, ou sinon allez cultiver la patate en Abitibi, même s'il n'y a jamais une maudite patate qui a poussé en Abitibi, puis allez vous faire manger par les mouches. Mais lui, Parizeau, a embarqué, puis il a dit, ben non, c'est pas comme ça, on est capable d'en faire de la business, nous autres aussi. Et bref, il a créé la caisse de dépôt, et ainsi de suite, la rente pour les travailleurs. Pour moi, Parizeau, c'est côté homme d'État, on n'est pas obligé d'être d'accord sur tout. Là. Toi, c'est son intellect aussi que tu aimes beaucoup. C'est un gars cultivé, là. C'est un gars qui lisait beaucoup. Puis si la question de Cédric, c'est tu t'ennuies de quoi? Ben moi, je m'ennuie des politiciens qui ont déjà lu un peu puis qui ont un peu de culture. Puis moi, des politiciens qui font des critiques culinaires, de la poutine sauce brune, quand qui est bon, je trouve ça épais. Si tu veux que je te dise. Puis un politicien qui me fait des recensions de livres, notamment de petites filles de 14 ans comme François Legault, je trouve ça un petit peu malaisant, comprends-tu? Alors le troisième, ce serait qui le troisième? Mais moi, Parizeau, il a laissé partir les Nordiques. Fait que tu vois, je l'aime moins un peu. Là. Ouais, toi, t'as arrêté de genre à poter dans Norvolt aussi. Voilà! Moi, je pote partout, moi. Le troisième politicien, on l'aime ou on l'aime pas. Il est plus ou moins aimé au Québec, dépendamment à qui on parle. Je sais que t'imites très bien Jean Charest. Oui, notamment. T'imites très bien Jean Charest, ouais. Non, Charest, moi, j'ai jamais vu Charest. Mais le premier ministre fédéral qui a le plus créé
à l'échelle canadienne et à l'échelle internationale, c'est Pierre Trudeau. Oui, mais on n'a pas de bons souvenirs de Trudeau, la plupart des gens. Ben, comme je te dis, là, moi, je te donne mon appréciation. Ouais. Pierre Trudeau, à l'échelle internationale, c'est lui qui a fait des doigts d'honneur aux États-Unis par rapport à la Chine, par rapport à l'URSS, par rapport à Cuba. C'est lui qui nous a fait entrer dans le G7. À travers le monde, là, Pierre Trudeau, là, c'était Jésus, là. Je te le dis, là, très sérieusement. À l'interne, c'était moins facile. Mais bref, la question de Cédric, je pense, c'était qui est plus inspirant? Ben, pour être inspirant, il faut prendre des risques. Puis ces trois politiciens-là, qu'on les aime, qu'on les aime pas, ont créé quelque chose. Ont créé des politiques qui sont encore durables aujourd'hui. Peut-être un petit peu moins Lévesque, quoique il y a la loi sur le financement des partis populaires, puis il y a d'autres grandes réalisations. Mais moi, ça serait mes top 3. OK. Et malgré ça, on leur fait beaucoup de reproches. Là, ce qui prouve que c'est... Bien sûr. Puis j'aurais pu ajouter Brian Mulroney, qui a fait beaucoup aussi pour l'apartheid. Et mais toi, tu te fais sur Mulroney. Ben oui. Parce que pour Mila. Je te fais sur Mila, moi. Ben oui. C'est bien. André. Diane qui voudrait savoir vers qui tu penches dans le dossier de l'immigration. François Legault ou Justin Trudeau? À cause de la guerre l'escalade de mots qui s'est poursuivie hier. À savoir si les chiffres sont falsifiés. Non, c'est que Legault continue de tirer sa couverte que Trudeau doit mettre un terme à l'immigration. Et Trudeau, hier, a dit... je suis tanné de ça. Hier, François, si t'es tanné de l'immigration temporaire, fais ta job et arrête d'émettre des permis. Puis t'iras ramasser les fraises. Tu vas faire ça. Là, ça va faire, là. Je t'écœuré, là. Hey, la présidente de l'UDA l'a croisé il y a 2 semaines, est allée raconter ça. Elle dit, Monsieur Legault, faut investir dans notre culture, dans la culture québécoise, dans la culture francophone, c'est important. Tu sais ce qu'il a répondu? Il dit ça, madame, c'est la faute de l'immigration. C'est la faute de l'immigration si on n'investit pas dans... Avez-vous réalité qu'il n'y a pas une phrase de Legault qui se finit pas par c'est la faute de l'immigration? Tout est de la faute de l'immigration. On comprend le stratège. Mais non, mais on comprend le stratège. Ah ben si on le comprend... J'allais-moi plus. Arrêtez de m'écœurer, là. Non, mais je fais des faces, puis... Non, mais on comprend. Dire que... Qui a posé la question? C'est Diane. Bon, Diane. Moi, je pense que puis ils l'ont admis eux-mêmes, je pense que le gouvernement Trudeau est allé trop vite en matière d'immigration. Et de manière un peu tout croche. Il a échappé, on va le dire. Il a échappé. Oui, exactement. En d'autres termes, je n'ai pas à choisir entre un et l'autre. Mais une affaire qui est sûre, par contre, c'est que je déteste la démagogie. Puis faire de la petite politique cheap sur le dos des immigrants, malheureusement, c'est pas François Legault qui a inventé ça. Et là, regarde bien ça, la surenchère à la prochaine élection de 2026 entre lui et le PQ. C'est lui lequel va nous parler de plus d'immigration comme étant la dernière des plaies d'Égypte. Ça, honnêtement, je trouve ça déplorable. Puis t'as ce discours-là aux États-Unis, t'as ce discours-là partout en Europe. Je pense qu'on est plus grand que ça. Puis à chaque fois, je dis toujours la même chose et je vais vous le redire. Allez voir un immigrant à Mont-Laurier, là, puis parlez-lui. Puis venez me dire après ça que c'est lui le problème dans votre vie. Marc veut savoir, il y a le passage de Macron là, qui, on ne sait pas trop quoi on veut en venir. Bon, on sait qu'il y a un sommet de la francophonie là, qui s'en vient, mais est-ce que c'est encore pertinent en 2024 ces visites diplomatiques-là? Ben, c'est sûr qu'il aurait pu se faire un Zoom, mais on en aurait moins parlé. C'est-tu plate un mot du Zoom? Ben, je sais qu'il y en a plusieurs qui disent, je sais pas si c'est le sous-entendu de la question, je dis pas ça en tout cas, mais ça coûte cher et tout. Ouais. C'est vrai, mais c'est parce que quand tu es chef d'État ou chef d'un gouvernement, ben, tu peux pas en accueillir un autre avec une poutine chez Ashton. Là. Ça prend un minimum de décorum. Puis la diplomatie internationale, oui, il y a beaucoup d'hypocrisie là-dedans, bien évidemment, mais moi, j'y crois encore. J'y crois encore parce que c'est comme ça que les grandes puissances et les moins grandes puissances se positionnent. Tu es obligé de jouer ce jeu-là. Et je te donne juste un exemple. Te rappelles-tu quand j'étais au Salvador à l'hiver dernier? Bien sûr. Avec le dictateur le plus cool. Mais c'est la Chine qui est en train de s'installer au Salvador. Ce sont les entreprises chinoises qui construisent des bibliothèques de fous. Pourquoi je te raconte ça? Ben parce que le Salvador s'est chicané avec les États-Unis, notamment sur la question de l'immigration et autres. Or, là, tu as la Chine
qui est en train de se positionner. La Chine est en train de se positionner partout en Afrique aussi. Puis je te dis pas que c'est nécessairement la fin du monde, mais je te dis juste que ça fait partie de ces discussions-là, de ces jeux-là, de ces relations diplomatiques-là. Puis moi, ce que je trouve très drôle avec la visite de Macron, c'est que puis la question, il fait référence par la bande. À peu près personne n'en parle, tout le monde s'en fout. C'est quand même lui le président de la France. Ouais. Mais quand Attal, le premier ministre, qui est délégué par le président, là, quand il est débarqué ici, je pense que c'était en avril dernier, écoute, on avait l'impression que c'était Jésus qui marchait sur le fleuve. Là, je veux dire, aïe, puis Gabriel Attal, puis Gabriel Attal, puis papapi, puis bababa. Il est premier ministre. C'est pas que c'est pas important, mais là, t'as le président, t'as le boss qui débarque, puis tout le monde regarde. Je trouve ça curieux quand même. Oui, puis l'image est forte parce que lui puis Trudeau, on est sur le point de s'en débarrasser. C'est ça, des deux côtés, là, ça achève. Je dois te dire quelque chose pour finir. Oui. Macron et Trudeau. Je chroniquais au magazine Le Point. C'est une revue française à Paris. J'ai chroniqué là pour un bout de temps. Et on m'avait demandé une chronique pour comparer Macron et Trudeau qui sont arrivés à peu près en même temps. Ouais. Ce que j'avais dit, j'avais appelé la chronique quelque chose comme la dernière chance. Dans le sens où sont arrivés dans un contexte où le Trumpisme commençait à s'installer tranquillement. Et j'avais écrit, si Trudeau et Macron se révèlent des échecs, c'est la droite poussée fort qui va finir par rentrer un peu partout parce que ce sont deux jeunes bien vus. Bon, Macron n'a jamais été progressiste, là, c'est un banquier, mais quand même, si ces deux-là l'échappent, si le peuple leur fait confiance, mais c'est pour une première fois. Parce que si le peuple considère, puis là je dis peuple au sens très générique, là, se fait avoir, le pouvoir va aller dans les mains d'une droite ultra-populiste. OK. Foirez pas, sinon on s'en va de l'autre bord. Et regarde les scores du Rassemblement national, les dernières élections, puis regarde ce qui s'en vient avec Pierre Comte Diderot-Poliev. C'est ça. Bravo pour le côté visionnaire. T'en as-tu une petite dernière? Oui, une dernière. Fred, c'est François qui te demande ce que tu penses de l'idée du ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, parce qu'il y a moins d'étudiants qui veulent devenir profs. M. Drinville a ouvert la porte hier à la rémunération des stages en enseignement pour attirer davantage d'étudiants dans les facultés d'éducation. Il travaille fort, Bernard. Il travaille bien, mais il travaille fort. Mais ça, j'ai le goût de dire, c'est une excellente idée, puis en même temps, ça devrait tomber sous le sens. Un stage, tu le paies. Tu paies du travail. C'est du travail, là. Ben oui. Stagiaire, il travaille, puis on en a besoin. Mais donc oui, moi, je pense que c'est une excellente idée, bien que techniquement, c'est une évidence, je pense. Ouais. Mais j'ajouterais ceci, François. On se rappelle la dernière grève des profs en décembre dernier. Tout le monde dit « ils font ça juste pour l'argent, puis c'est juste une question de cash, puis tati, puis tata. » Mais c'est pas vrai. La preuve, c'est qu'ils l'ont eu, l'augmentation en question. Mais les profs disaient « c'est pas une question d'argent. C'est qu'on veut avoir des conditions de travail où on peut enseigner intelligemment. Nos classes sont surbondées. On n'a pas les ressources nécessaires. » Et quand je dis ressources, c'est au sens ultra large, les ressources spécialisées, par exemple, les orthopédagogues ou les ressources scolaires de façon générale. Ce qui fait en sorte qu'il y a un taux de décrochage, puis c'est le cas de le dire, d'un paquet de profs qui n'a jamais été autant élevé, là. C'est ça la vérité. Et là, tu me dis que les jeunes ne veulent même pas aller en enseignement, même si techniquement c'est bien payant. Mais pourquoi tu penses? Parce que l'argent, c'est bien le fun, mais c'est parce que ça ne règle pas le fait que cette job-là est rendue pratiquement impossible parce qu'on ne se donne pas les moyens de nos ambitions. Puis une société qui ne se donne pas les moyens de ses ambitions en matière d'éducation, on va te dire où ça s'en va, elle s'en va dans le drain. Parce que pas d'éducation, oublie ça, puis notre éducation, elle passe par nos profs. Elle passe par nos profs du primaire, puis elle passe par nos profs du secondaire. Ces gens-là, tant qu'à moi, ce sont des héros qui, au quotidien, sont obligés écoute, c'est pas des farces, là, d'endurer nos morveux, de faire de l'éducation, de faire de l'instruction, de faire de la discipline, de les allumer, de les convaincre. Souvent, le prof, c'est la seule personne qui a confiance à l'enfant. C'est pas des farces. Il y a des enfants qui débarquent à l'école, puis ont des problèmes importants dans leur famille, ils sont un peu délaissés. Fait que ces profs-là ont des figures archi névralgiques. Je les salue, je les remercie, puis qu'on refasse cette réflexion-là, parce qu'à mon avis, on ne l'a pas fait correctement à l'hiver dernier. Bon, qui a gagné? Et que ça termine bien. Merci, Fred, pour tes réponses. Merci tout le monde pour vos questions. C'était De Prog contre De Beauvoir.
De Proche. Alors, de Proche. Et de Beauvoir l'emporte. Moi, je vais faire une compte d'idées dans pas long, là. Là, je suis rendu paranoïaque. Je sais pas c'est quoi le jeu de mots Proche. Il a fallu que je l'écrive parce que je connais pas de Proche. Ni de proche, ni de loin. André, c'est André, mon public, pour ça. Ah oui, mais il pense qu'il t'écoutait pas. Là. Non, je l'écoute plus, je l'écoute plus. Rendu au vendredi, je l'écoute plus. Une bonne chose pour ta santé mentale. Alors, de Beauvoir. OK, alors, la citation de Pierre de Proche. Et je la dédie à André Léonard. Ah, t'es fin. Nous n'avons plus de grands hommes, mais des petits qui grenouillent et sautillent de droite à gauche avec une sérénité dans l'incompétence qui force le respect. Voilà, bonne journée au petit bonhomme. Résume-nous ça. Et il y a Geneviève qui te dit merci pour le bon mot sur les profs. On n'en dira jamais assez, puis en espérant que, je le répète, qu'on ait une réflexion collective. C'est pas l'avenir des profs dont on parle, c'est l'avenir de la société québécoise. Bon week-end, Fred. On se retrouve mardi. Lundi, on n'est pas là. Fais dodo. Bon, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est la réconciliation et la vérité. Eh là là, quelle erreur de ma part. Voilà. Oui. Salut. Alors, on va y penser, mais on se reparle mardi. Bye. Salut, là.